Alors justement, vous parliez des mécanismes de défense. Donc vous avez cité le clivage, l'idéalisation. Ça, c'est vraiment justement, c'est vraiment spécifique. Enfin, évidemment, c'est pas que spécifique au fonctionnement limite, mais en tout cas, ce sont leurs mécanismes de défense privilégiés. Alors, bon, du côté des clivages, il y a aussi deux types de clivages. Hein. Il y a ce qu'on appelle le clivage horizontal, qui là va départir un peu le monde de manière assez manichéenne, du côté du bon et du mauvais, des gentils et des méchants. Bref, voilà. J'allais presque parler du président des États-Unis, mais voilà, il y a quelque chose comme ça manichéen. de très manichéen. Voilà. Et puis, il y a le clivage du moi, dont a pu parler Freud, qui là se présente sous une autre forme. Il s'agit d'une dissociation entre deux parties de soi. C'est-à-dire que, bon, il y a un exemple courant tout à fait classique. Imaginez que vous ayez une maîtresse. Eh bien, la vie que vous allez avoir avec la maîtresse, en général, n'est pas mélangée avec la vie que vous allez avoir avec votre femme légitime. Donc, la double vie, ou le clivage du moi, ça laisse aussi observer des phénomènes de vie parallèle. Et quand on a des vies parallèles, parfois, lorsque ces vies parallèles se démultiplient, ça peut aussi donner à la fin quelque chose de très fragmenté, de sorte qu'il y a un moment donné où le sujet ne sait plus où il se situe, quoi. Donc c'est vrai que le clivage dans ces fonctionnements-là est souvent beaucoup plus opérant que le refoulement. Et la faiblesse du refoulement, elle peut expliquer aussi des états d'angoisse très forts. Et là, ça me fait penser à ce que Green pouvait concevoir autour de la double limite. C'est dans La folie privée qu'il parle de ça. Il dit que chez ces sujets-là, il y a souvent une grande difficulté à établir une limite entre le dedans et le dehors. C'est-à-dire que cette limite, elle est assez confuse. Mais au sein du dedans, il y a aussi une assez grande porosité entre le système conscient et le système inconscient. Un peu comme si on se réfère à la première topique de Freud, le système préconscient était assez défaillant. Or, le système préconscient, c'est aussi un système qui va permettre, par exemple dans les rêves, qui accèdent au devenir conscient, de déguiser, de déplacer, de condenser. C'est-à-dire que lorsque des éléments inconscients qui, dans le registre des organisations névrotiques, restent inconscients ou parviennent à la conscience de manière tout à fait déguisée, eh bien, dans ces fonctionnements-là, souvent, il peut arriver qu'il y ait des désirs inconscients, des fantasmes inconscients qui arrivent à la conscience de manière beaucoup plus crue, de manière beaucoup plus brute, qu'il s'agisse de fantasmes incestuels, et de sorte qu'on peut concevoir à quel point cela va dévaster du côté des angoisses.